Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis? J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça. L'État d'Israël pour tout juif et pour tout démocrate, c'est quelque chose de très important. Dans cette histoire, dans ce naufrage qu'a été la décomposition des grands empires, qui a donné partout toutes les tyrannies que nous savons, il y a un cas de démocratie qui tient debout, qui n'a pas sombré, malgré un état de guerre larvé qui dure depuis 60 ans, et cet état démocratique, c'est Israël. Avec une armée qui fait ce qu'elle a fait à Gaza, au niveau des Nations Unies. Non, avec une armée qui, comme toutes les armées du monde, évidemment, commet des erreurs, mais dont j'écris et dont je démontre qu'elle demeure néanmoins la seule armée démocratique que je connaisse où, de haut en bas de la hiérarchie, on se pose du matin au soir des questions morales. Ça, c'est une plaisanterie. C'est extrêmement sérieux. Vous avez quelqu'un, par exemple, comme Bernard-Henri Lévy, je ne suis pas le seul à le dire, vous avez Bernard-Henri Lévy que vous voyez partout, sur toutes les télévisions. Il sort un bouquin, vous le voyez sur 50 télés, dans 50 programmes en même temps, en l'espace de 3 semaines. Et il a fait quoi? Il fait 3500, 4000 exemplaires aujourd'hui. Hop, il y a un problème. Je suis désolé, mais Bernard-Henri Lévy est un, je ne sais pas comment le qualifier. On dit que c'est un philosophe. Je pense qu'il est pas plus philosophe que je ne suis moine tibétain. Les marxistes nous ont toujours dit, peu importe après tout les textes de Tocqueville, peu importe la vérité des textes de Montesquieu, peu importe la vérité des textes de Benjamin Constant, l'important c'est de juger cette pensée-là à l'aune de ses effets concrets, de la juger en termes matérialistes. L'important c'est de savoir comment une théorie qui inscrit au fronton des sociétés la liberté, l'égalité, la fraternité, couvre la guerre au Vietnam et couvre le massacre en Algérie. Alors Bernard-Henri Lévy n'est pas philosophe, c'est-à-dire qu'il a étudier la philosophie, mais quand vous lisez ses livres, c'est comment dire, pour être pas trop désagréable, c'est creux comme un radis. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment d'idées, il y a aucune innovation conceptuelle. Il n'enseigne pas à l'université, par exemple. Pourquoi il n'est pas philosophe? Il n'enseigne pas à l'université, il n'a pas d'élèves. De l'autre côté, vous le reconnaissez certainement, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, Bernard-Henri Lévy? Bonsoir Bernard, merci à vous de vous être prêté au jeu de cette émission. Le philosophe de talent qui nous envie le monde entier, qui est là ce soir, bon évidemment, qui est accessoirement producteur de l'émission et propriétaire de la chaîne. Alors, aujourd'hui c'est clair, c'est l'époque. Ou alors il faut être philosophe, comme dirait mon collègue humoriste BHL. Bernard-Henri Lévy, quoi, ça veut dire. C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant, Et il a appelé au boycott de mon spectacle au début de l'année. Parce qu'au début de l'année, c'est un mec qui fait des vœux, toi, dans les journaux. Je voudrais ça, je veux la paix dans le monde, mon cul sur la commode, et après, que personne n'aille voir le spectacle de Dieudonné. Donc c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est logique. C'est sportif, c'est sportif. BHL. Ouais, ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Alors, il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. Bon, ça, c'est des affaires. BHL. En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Mais ne ris pas, je sais ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ses matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL L'apôtre de la bêtise, prophète. In all the arguments against Israel, which are given since I am a young boy, which I heard all my life. Il m'a arrêté avec son piano, l'autre. Mais tu as fermé ta gueule! Il y en a même que je rends malade. Bien sûr. Bernard-Henri Lévy, par exemple. Le philosophe milliardaire. Alors, un de mes spectacles, c'est une séance de chimio hypersétif. Petite mèche à la con, là, ça dégage.
Bernard-Henri Hall est philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est Dieu donné, enculé, machin. Antisémite, antisémite. Ça, c'est son truc, c'est antisémite. En même temps, à chaque fois qu'il écrit, c'est ça. Hein, mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre. Hein. Il arrive, ah, ça va, là, antisémite, ah bon? Ah merde. Hein? Ah, mais si tu n'achètes pas son bouquin, t'es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, t'es antisémite. Ah, c'est génial ce système. Un moustique, par exemple, ah, antisémite! Oh, Bernard! Ah, mais je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est gentil. Hein, c'est l'esprit Coubertin, ça, c'est la loi du sport. Ça va, merde. Oh, je m'énerve, là, dis donc. Ça s'est passé ce week-end et les images ne sont sorties que ce matin dans la presse et elles sont ce soir dans le Petit Journal. Ce sont les images de la 6e tarte que c'est comme qui dirait manger Bernard-Henri Lévy au Salon du Livre de Paris. C'est un peu violent mais toujours drôle. Rappelez-vous en 88, première tarte. En 88, deuxième tarte. La 3e en 94. La 4e et Ariel Dombal mythique. Et enfin, 5e tarte. Et ce week-end alors, eh bien il était tout en cheveux et en phrasé. Les livres d'abord, disait-il, et tout d'un coup... Les livres d'abord. Il est reparti les cheveux un peu plaqués avec de la crème anglaise dans l'œil gauche. Gloops, gloops, ça passe mal. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Lâchez-le, lève-toi maintenant. C'est Gloupinet, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi vite. Lève-toi vite ou je t'écrase avec le couteau. Lève-toi vite ou je t'écrase avec le couteau. Tout lève maintenant. La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, je veux dire, Bernard-Henri, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, laisse-toi vite, je te casse la gueule. Là. C'est bien qu'on voit ça, faut montrer ça, la vraie nature des cuistres. Et nous partons maintenant pour Cannes et la suite du festival avec un film important projeté ce soir en séance spéciale, Le Serment de Tobrouk, réalisé par Bernard-Henri Lévy. 1994, Bernard-Henri Lévy monte les marches pour un documentaire sur la guerre bosniaque. 18 ans après, il est à Cannes pour un film sur le conflit libyen. Quand je suis venu présenter Bosna, c'était une défaite. J'étais dans la rage et dans le désespoir. La Libye, c'est une victoire. C'est la première fois que l'Occident a eu le courage d'engager une opération et une intervention pour empêcher un massacre et pour sauver les civils. Non, ce que je voudrais simplement, c'est que la projection de mon film à Cannes vendredi, je voudrais que cela aide à comprendre que qu'on pourrait, pas la France peut-être, mais enfin pas seulement la France, il y a d'autres pays, la communauté internationale pourrait agir en Syrie. Que ce qu'on a fait à Benghazi, on pourrait le faire à Homs. J'aimerais faire comprendre ça. Oui, voilà, oui, alors là, on est dans le... On hésite entre dégueuler, entre deux éclats de rire et deux larmes, tu vois. PHL, qui est un sayanime, et qui représente et qui incarne à lui seul toute l'illégitimité insupportable de la domination sur la France, de la fameuse communauté organisée, on va dire, sioniste. Hein, voilà. Dans une situation normale, PHL ne devrait même pas exister. Ça serait un milliardaire écrivain du dimanche de deuxième zone, qui aurait produit à compte d'auteur des œuvres dont tout le monde n'a rien à foutre, et qui correspond à un petit marquis sans talent de l'ancien régime, qui monte lui-même ses pièces de théâtre, ses machins, et qui est la risée on va dire, du bourgeois de talent. Hein, voilà. C'est le bourgeois gentilhomme, c'est tout ce que vous voulez,
Voilà, c'est un petit marquis. Voilà. Mais bon, un petit marquis, à part que nous sommes aujourd'hui dans une aristocratie qui a changé, qui est ce que j'appelle une aristocratie sans noblesse, qui au lieu de régner au nom de Dieu et du roi et de la saine morale chrétienne, règne au nom du vol et du mensonge. Voilà, de l'usure et du baratin, comment on dit, du baratin sophistique. Voilà. Et je crois que Bernard Lévy est le stigmate et la preuve de cette domination insupportable et illégitime. Par son omniprésence, son omnipotence, justifiée par rien d'autre que ce que je suis le seul à dire, parce qu'on a beau écrire 7 livres sur lui pour dire que c'est un couillon, que tout le monde a dit que c'était un nul, etc. Il est toujours là, il déclenche des guerres, il s'invite dans les plateaux, etc. Donc on ne peut comprendre sa domination qu'à travers son appartenance à une communauté toute puissante, et par le fait qu'il est un des cadres, à mon avis, de la communauté internationale bien comprise, ce que Jacob Cohen appelle un sayanim, c'est un des cadres de l'organisation de domination sioniste en France sur la France, c'est clair. Et là, il vient de se payer un film documentaire, à sa gloire, sélectionné officiellement au Festival de Cannes, où il fait son numéro, où il montre comment il est à l'origine de la pacification libyenne, qui présente comme une émancipation et une libération d'un peuple opprimé. Enfin voilà, derrière c'est des milliers de morts, les Africains se font massacrer, les travailleurs noirs que protégeait Kadhafi, que Kadhafi aidait, se font massacrer par les espèces de cadres d'Al-Qaïda qui ont pris le pouvoir là-bas. Non seulement c'est pas une erreur, mais c'est la première fois qu'une grande démocratie aura fait ça. Vous n'avez aucun regret? Empêcher... Moi, aucun regret. D'avoir inspiré cette... Vous rigolez, mais bien sûr qu'aucun regret. Il y a même eu un moment où j'étais fier d'être français. Je trouve ça beau quand même. Et je pense que c'est une très belle page, celle-là aussi, de notre histoire récente. Le pays a été dévasté, les acquis sociaux ont plongé, le droit des femmes a disparu, mais ça ne le gêne pas, du moment que c'est bon pour Israël, comme il l'a bien dit à Ruth El-Krieff. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Ça ne me gêne pas, donc on est bien là dans l'abjection absolue d'un type qui se vante par un film à sa gloire d'avoir détruit un pays, un peuple, selon des critères d'extrême droite, c'est-à-dire au nom d'un suprémacisme qui a tous les stigmates de la haine fasciste. Voilà. C'est clair et net. Voilà. Et j'aimerais bien savoir quand est-ce que cette mascarade BHL s'arrêtera, parce que je pense qu'il y a deux marqueurs en France. Il n'y en a pas 36, il y a l'affaire Dieudonné qui continue, qui est le marqueur de la résistance. Il y a le marqueur BHL qui est le marqueur de la domination insupportablement illégitime et grotesque et jusqu'à la bouffonnerie. Et le troisième marqueur serait sans doute, pour valider ces deux choses-là, le dîner du CRIF. Voilà. C'est la réalité de la société française. Voilà. Et je ne pense pas que tout ça va évoluer positivement grâce à l'élection de François Hollande et à la mise en place de son gouvernement. Voilà. Ça ne va pas s'améliorer.